Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau double quart d'heure éco. On attend un nouvel épisode, nous dit Momo Fallet. Bah ça tombe bien, le voici. Oui. Toujours en compagnie de Gilles Raveau, maître de conf en économie à Paris 8, Saint-Denis, qui a résisté donc à la canicule. Et aux soutenances de mémoire de mes étudiants. Bravo Gilles, bravo, quelle performance. Ça n'a pas été facile. Toujours à la Maison de l'Île-de-France, à la Cité internationale universitaire de Paris. Oui, dans le Merci. 14e arrondissement. Merci à eux de nous accueillir. Dans l'actu de cette semaine, alors d'abord cette question, faut-il sortir du marché européen de l'électricité? C'est la proposition iconoclaste d'Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, qui a un peu surpris tout le monde. D'où vient cette idée? Pourquoi maintenant? À quelles conditions pourrait-elle voir le jour? Et tout simplement, est-ce que l'idée est opportune? Enfin, est-ce qu'il a raison? Oui, quel suspense. On va voir ça. L'autre actu, c'est un chiffre. 73 milliards d'euros, c'est quoi? Le montant des dividendes distribués l'an passé par les entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires. Alors, c'est autant qu'en 2023, alors que le résultat accumulé des sociétés du CAC 40 a plutôt diminué, selon le baromètre de EY. Alors, pourquoi déjà? Première question, comment on l'explique? Et puis, est-ce que, comme on l'entend, il faudrait davantage taxer ses revenus financiers? Non, il faut laisser l'argent aux riches. Donc, alors, je traduis parce qu'évidemment, Benjamin, c'est un gars de la haute, la société parisienne. Donc, EY, c'est EY. Oui, pardon. Alors, on dit pas... Si, on dit EY, mais c'est Ernst Young. C'est l'ancien Ernst Young, effectivement. Voilà, c'est ça. Et cette cabinet de conseil qui a fait une grosse étude sur... Absolument, comme chaque année d'ailleurs. Comme chaque année. Distribué par nos amis du CAC 40. Absolument, on verra ça. Cette semaine, le courrier du cœur, bien sûr, mais aussi quelques news insolites du cousin Gilles. Et puis les conseils investissement du boursicoteur de folie. Voilà. À la fin Warren Buffett français. On commence donc avec la phrase choc de Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, qui dit il faut sortir la France du marché européen de l'énergie. Il a déclaré ça devant l'association des journalistes économiques et financiers, l'AGEF. Alors, avant de rentrer dans cette pas cette controverse, mais en fait cette formule choc, un peu quand même. Moi je voudrais faire un peu de pédagogie. D'abord, depuis quand le marché de l'énergie, de l'électricité, pardon, est-il ouvert à la concurrence? Est-ce qu'on a quelques dates? Enfin, j'en ai quelques-unes, mais... Alors, je vais vous répondre, monsieur Dard, mais au préalable. Ouais. Il y a une distinction vraiment qu'il faut faire, c'est que sur cette question du marché européen d'électricité, ce qu'il faut avoir d'abord en tête, c'est la question technique. Ouais. Et donc, il y a une confusion qui est souvent faite qu'on ne va pas faire ici, et que les gens qui nous écoutent ne doivent pas faire, c'est que l'interconnexion technique des marchés et le marché européen d'électricité, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que depuis que les réseaux électriques existent, depuis le début du XXe siècle, il y a toujours eu des échanges d'électricité entre pays. Donc, quand on parle du marché européen d'électricité, ce n'est pas de ça dont on parle. On parle d'un marché très spécifique qui effectivement est créé à partir des années 90, qui est un marché centralisé. C'est le seul marché européen qui existe. Il n'y a pas de marché européen du yaourt aux fraises, il n'y a pas de marché européen du pétrole. Il y a un seul bien dont le prix est défini sur un seul endroit au niveau européen pour les pays qui en font partie, c'est l'électricité. Et donc, il y a eu cette ouverture à la concurrence, comme on dit. On avait avant, les vieilles personnes comme toi et moi, on se rappelle des monopoles publics. On avait EDF. Absolument. On ne choisissait pas son fournisseur d'électricité. On ne connaissait même pas ce terme. Tout le monde était chez EDF et ça marchait très très bien. Surtout, comme on sait qu'avec le parc nucléaire français, le coût de production d'électricité est plus faible en France que dans les autres pays européens, ce qui donne un avantage compétitif aux entreprises situées en France. Alors, tu rentres déjà un petit peu dans le fond, mais à partir des années 90, effectivement, c'est les premières adoptions des premières directives. 2000, l'Union européenne acte l'ouverture à la concurrence dans le domaine de la production et de la fourniture, ce qui est quand même deux activités différentes. Depuis 2007, tous les Européens peuvent choisir leur fournisseur d'électricité, c'est ça. Et en 2009, une directive précise la séparation des activités de transport et de distribution des entreprises du secteur. Je pensais que c'était important quand même de rappeler quelques dates. Maintenant, revenons à cette question. Pourquoi avoir ouvert ce secteur à la concurrence? Alors, deux précisions. La première, là aussi, pas faire de confusion, la communauté économique européenne, puis l'Union européenne depuis le traité de Maastricht, c'est une création des États. Donc, c'est les États qui demandent à l'Union européenne de casser leur monopole public. Voilà, donc ça, il faut toujours bien le rappeler. La deuxième chose, effectivement, comme tu l'as dit, c'est que le point commun de toutes les libéralisations, que ce soit dans le transport ferroviaire, transport aérien, l'électricité, on va séparer l'infrastructure du bien.
Donc, c'est par exemple, on le sait tous, maintenant, il y a une ouverture à la concurrence des TGV. On peut prendre maintenant un train italien pour faire Lyon-Paris. Les rails, c'est une sorte de monopole naturel, public. C'est géré par une entité particulière. Et ensuite, les trains, eux, peuvent être proposés par différentes entreprises. Dans l'électricité, c'est pareil. Sauf que c'est pas pareil dans l'électricité, ça marche pas. Parce qu'il y a évidemment qu'un seul réseau d'électricité. Et surtout, il n'y a qu'un type d'électricité. C'est-à-dire que dans les fils, il n'y a pas l'électricité verte, contrairement à ce qu'on nous raconte, et la méchante électricité nucléaire, et l'électricité au charbon, etc. Il y a un seul type d'électricité. Et donc, comme on ajoute à ça le fait que le stockage de l'électricité est quasiment impossible ou extrêmement coûteux, il n'est pas possible, en fait, de créer de la concurrence sur le marché de l'électricité. Mais impossible n'est pas européen, et donc dans la folie des régulatrices des années 90, tout le monde a dit ce marché est impossible. La Commission européenne, avec mes amis fonctionnaires, bureaucrates, technocrates, qui ne connaissent rien à la technique, qui eux-mêmes ne sont pas en concurrence et se gavent avec des gros salaires payés par les contribuables européens, se sont dit, nous, on va faire le marché européen d'électricité. Donc tout le monde avait prédit qu'il n'y aurait aucun gain pour les consommateurs. C'est ce qui s'est passé. Mais tu vas un peu vite en besogne. Parce que moi, je voudrais revenir à la question de pourquoi. Parce que j'entends ton discours sur une sorte d'obsession. L'idéologie de la concurrence libre et non faussée. Oui, mais d'accord. Mais ça, c'est la doctrine. En revanche, à quelle fin? C'était quoi l'objectif? Créer la concurrence. Mais il n'y a pas une promesse de baisse des prix? Non. Il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire que c'était vraiment on a François Roussely, dans une interview aux Échos en 2013, qui a cette phrase magnifique, il dit « On ne peut pas avoir les avantages du monopole public, le bas prix du monopole public et les avantages du libre marché. C'est l'un ou l'autre. Soit on a un monopole extrêmement efficace comme on avait avant, qui donnait des bas prix, soit on crée de façon artificielle, absurde un marché, et pour que ce marché fonctionne, en fait, il faut que les prix augmentent. Et donc non, il n'y a jamais eu de promesse de baisse des prix. D'accord, ça c'est dit. Comment aujourd'hui sont formés, puisqu'on parle du marché, c'est quand même ça la base, je voudrais revenir à un discours éco et en fait des situations économiques. Comment sont formés les prix aujourd'hui sur le marché? Alors là, c'est ultra intéressant. C'est un truc unique au monde. C'est un bijou, là je ne suis pas ironique, c'est un bijou de combinaison de pensée économique au sens le plus standard du terme et technocratique. Les gens de Bruxelles ont une idée franchement géniale, ils se sont dit, on a ce petit souci du dérèglement climatique, il y a un petit problème de pollution et tout ça. Et il se trouve qu'il y a différentes façons techniques de produire de l'électricité. Ça peut être nucléaire, ça peut être les barrages, ça peut être le vent, ça peut être le soleil, ça peut être le charbon. On produit de l'électricité avec du charbon en Europe, et ça peut être le gaz. On produit de l'électricité avec du gaz en Europe. Or, les coûts de production de ces différents systèmes sont très différents. Bien sûr. Et là où, pour une fois, la nature est bien faite, les coûts de production les plus élevés sont dans les énergies les plus polluantes. Et donc là, raisonnement d'économiste génial, qu'est-ce qu'on fait? On crée ce marché européen centralisé, on met toutes les sources d'énergie, il y a un seul prix qui va s'afficher, ce qu'on appelle le prix marginal, c'est-à-dire le prix de la dernière unité de production d'électricité qui est mise en route, celle qu'on appelle pour équilibrer l'offre et la demande d'électricité. Et donc, ce coût de production, c'est forcément le plus coûteux. Donc, classiquement, le coût de production de la dernière unité d'électricité produite en Europe va avoir lieu dans une centrale à gaz en Allemagne. Et là, par exemple, ça va être 80 € le mégawattheure. Si toi, Benjamin, tu es l'heureux propriétaire d'une belle centrale nucléaire où le coût marginal de production, c'est quasiment 0, tu vas vendre à 80, parce que tout le monde vend à 80, et comme ton coût, c'est 0, tu vas faire 80 de profit. Alors que la centrale à gaz, elle va faire à peu près 0 de profit. Et donc, là où c'est génial, où c'est génial vraiment le truc, c'est que tu as une redistribution implicite des énergies sales vers les énergies propres. C'est-à-dire que, et donc, les énergies propres se gavent, donc les mecs peuvent investir dans le nucléaire, l'éolien, etc., grâce aux coûts de production trop élevés dans le gaz et le charbon. Donc, sur le papier, c'est juste un bijou total. Tu as, sans taxes, sans intervention de l'État, tu as une redistribution grâce à un marché des énergies polluantes vers les énergies propres. Mais du coup, ça fait un prix. Alors, dans le côté positif, c'est qu'on peut imaginer que ça permet donc de financer davantage, en effet, les énergies renouvelables. Ouais, c'est ça. Mais le mauvais côté des choses, c'est que du coup, ça fait un prix très élevé. Ça fait pas un prix très élevé, mais ça introduit, si je comprends bien, ça génère de fait
un prix plus élevé. Voilà, surtout que là, on ne peut pas trop expliquer, il faudrait faire le graphique et tout ça, que, encore une fois, on tarife au prix marginal et pas au prix moyen. C'est-à-dire que voilà, le prix moyen serait beaucoup plus bas. Et là où le truc a complètement déconné, mais c'était très facile de trouver la solution, on ne l'a pas fait parce que c'était très facile de trouver la solution, c'est quand on a la légère invasion soviétique de l'Ukraine en février 2022, l'Union européenne décide plus ou moins en fait de se passer du gaz russe. C'est pas vrai, hein. On continue à importer du gaz russe. On arrêtera d'importer du gaz russe qu'en 2027. Hein. On a beaucoup de mal à se passer du gaz russe en Europe. Et donc, il y a cet embargo sur le gaz russe. Donc, le prix du gaz, enfin les vendeurs de gaz, quand il y a embargo, peuvent vendre leur gaz beaucoup plus cher. Le prix du gaz s'envole. Et comme l'électricité en Europe, on l'achète au prix du gaz, le prix de l'électricité s'envole. Et donc là, on passe, pour que les gens aient une idée d'ordre de grandeur, à l'été 2022. Avant, le marché européen de l'électricité, c'était à peu près 50 € le mégawattheure. Là, il passe à 1 000 €. Ouais, je comprends. D'accord. Et donc, c'est le moment où toutes les municipalités qui ont des contrats indexés sur ce marché doivent fermer les piscines, que ça coûte trop cher. Des entreprises font faillite, des particuliers voient leurs factures complètement s'envoler. Tu l'as dit toi-même, il y avait une solution facile à trouver. Il fallait découpler. Découpler le. D'accord. C'est ça la solution facile, c'est ça que tu es en train de dire? C'était quoi la solution facile? Évidemment, c'était de dire on arrête de fixer l'électricité au prix du gaz. On change le fonctionnement. Et alors, pourquoi ça n'a pas été rendu possible, ou qu'est-ce qui a résisté, qu'est-ce qui freinait cette Alors, je précise que deux génies comme Bruno Le Maire et Angela Merkel se sont rendus compte du problème. Bruno Le Maire a dit c'est un système aberrant. Angela Merkel a dit effectivement le marché ne fonctionne pas, donc on va le réformer. Mais poids de la bureaucratie, poids de l'idéologie, le marché européen d'électricité n'a toujours pas été réformé, donc il faut bien que les gens comprennent. Ici, par exemple, comme partout en France, on a peut-être une centrale nucléaire à 200 km d'ici qui produit l'électricité peut-être à, voilà, mettons, 60 €. Ce que j'allais dire, 62 voilà, € 60 € le mégawattheure. Ouais. Le marché européen peut faire que nous, notre facture d'électricité va être multipliée par 10 du jour au lendemain, alors que le coût de production de l'électricité n'a pas changé dans notre pays. C'est du délire pour la France de rester dans ce système. Donc l'avantage de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité est nul, enfin même négatif. N'a jamais existé. D'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai vu que la part des dépenses d'électricité dans les dépenses totales en énergie, hors carburant, la part des dépenses des ménages a explosé. Elle est 2 fois plus élevée. En 1959, elle était de 23%. Elle est aujourd'hui autour de 60%. C'est dire à quel point la promesse d'une baisse des prix de l'énergie, enfin de l'électricité encore une fois, n'a pas été tenue. Alors, du coup, étudions scrupuleusement cette proposition d'Henri Proglio, parce qu'on a posé les bases. On a bien compris que ça a l'air d'être aberrant, hein, ce que je comprends. Donc, tu rejoins, toi, la proposition d'Henri Proglio. Je l'ai faite avant lui. Ok, ton tact. Salut Henri. Est-ce que c'est possible seulement, et quelles seraient les conséquences? Alors, c'est comme beaucoup de choses avec l'Union européenne, c'est plus que possible. Ah bon? Oui. Il suffit que le gouvernement français le décide. Mais non. Et puis, évidemment, mais comme 1000 trucs avec l'Union européenne. L'Union européenne n'existe pas. L'Union européenne n'existe que dans la tête de beaucoup trop de journalistes, d'hommes politiques et d'économistes français. L'Union européenne n'a pas de police, n'a pas d'armée. La France ne respecte pas tout un tas de textes européens, par exemple sur la pollution de l'air. Ça fait des cancers et des arrêts cardiaques, c'est pas grave. Bon, on s'en fiche, on continue. Et la France peut très bien dire, on arrête les bêtises. D'accord. Voilà. En France, le prix de l'électricité, ce que propose Proglio, c'est quoi? Il dit on va faire 2 prix. On fait un prix comme pour n'importe quel bien. D'accord. Renault vend ses voitures au prix qu'il veut en France et au prix qu'il veut à l'étranger. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il propose Proglio? Il dit il y aura un prix national. Donc pour France, les particuliers français, pour les particuliers et surtout pour les entreprises qui sont en France, elles ont un prix bas, stable, garanti. C'est extrêmement favorable pour attirer des entreprises étrangères, pour développer l'investissement en France. Les entreprises demandent des prix stables et prévisibles. On peut leur fournir en France. Et comme on a d'électricité moins chère que les autres, eh ben on va la vendre plus cher aux autres et on va gagner de l'argent à l'export grâce à notre système. Et toi absolument génial. Toi qui connais sur le bout des doigts, encore une fois, les traités européens, puisque c'est ce que tu enseignes aussi, encore une fois, à Paris 8, il n'y aurait pas de conséquences à quitter le marché européen de l'électricité? Alors, évidemment, il y a toujours des conséquences, mais en fait, elles seraient minuscules. C'est-à-dire qu'il y aurait une crise de nerfs à Bruxelles et il n'y a aucun espèce de pouvoir de négociation. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que l'Espagne, alors si on rentre dans les détails, ce n'est pas à 100%, mais l'Espagne a très largement mis à distance le marché européen de l'électricité. Et oui,
Et encore une fois, il n'y a aucune difficulté. Et le fait que ce soit même pas discuté par les principaux partis politiques est absolument effrayant. On n'arrête pas de parler de réindustrialisation, des grandes difficultés de l'industrie en France. C'est la première mesure à prendre, c'est la plus simple, ça ne coûte rien aux contribuables, ça ne coûte rien à personne, ça rapporte à la France, c'est hallucinant de ne pas le faire. Et enfin, j'avais une question, le retour d'EDF dans le giron de l'État. Oui. Moi j'ai cru au départ que ça allait dans le sens dont tu parles, mais pas du tout en fait. Qu'est-ce que ça a changé? Là où c'est très intéressant en termes d'histoire des idées, c'est qu'on voit bien qu'on allait beaucoup trop loin dans la libéralisation et que maintenant il y a un consensus, notamment avec la question de la transition énergétique, pour dire les États doivent retrouver la maîtrise des grandes sources d'énergie. C'est le fameux texte du Conseil national de la résistance avec cette magnifique phrase « Le retour à la nation des moyens de production monopolisés et des sources du sol et du sous-sol ». C'est-à-dire que si tu veux faire la transition énergétique, ce n'est pas une entreprise privée cotée en bourse qui est là pour gaver ses actionnaires qui va te faire la transition énergétique. C'est une entreprise publique qui va rechercher un peu plus le bien commun. Mais il y a toujours ce conflit, on en avait déjà parlé, entre l'État et les entreprises publiques. Et donc, quand il y a eu la grande crise du marché de l'électricité, qu'est-ce qui s'est passé? La Commission de régulation de l'électricité en France, en creux, en 2023, qu'est-ce qu'elle a recommandé? Simple recommandation. Elle a dit au gouvernement français, en raison du bordel sur le marché européen, les factures des Français doivent doubler. Une augmentation de 99,5%. Bruno Le Maire, à l'époque, a refusé pour des raisons politiques évidentes. C'est le fameux bouclier énergétique. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le prix avait augmenté, les fournisseurs alternatifs, ils avaient, grâce aux gentils États français, ils avaient accès à de la chouette électricité nucléaire pas chère. Ils l'avaient acheté 42 € le mégawattheure, dans le cadre d'un truc qu'on appelle l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Et toi, tu es Octopus Énergie. Vrai exemple, un truc qui s'appelle comme ça, Octopus Énergie. Tu as acheté de la bonne électricité nucléaire à 42 €. Avant. Sur le marché, elle est à 1000. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bénéfices absolument considérables. Seul petit problème, tu as des clients. Tu dois les livrer. Donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Octopus Énergie? J'imagine Ils ont écrit à leurs clients en leur disant de se barrer. Tout ça est dans un article de Charlie Hebdo de septembre 2022. Signé par Gilles Raveau. Oui, donc il y a vraiment un dysfonctionnement majeur dont on... Ah oui. Et donc, non, d'accord, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Non, mais blague à part, là, je fais le clown, etc. Mais vraiment, si on arrivait un jour en France à comprendre ce que c'est que la technique, à comprendre ce que c'est que l'Union européenne, à se réveiller, ce marché... dans mon article, je dis c'est le marché légal le plus débile du monde à ma connaissance, et il pénalise en particulier la France. Il faut arrêter ce délire, vraiment. Et enfin, je voudrais juste finir là-dessus, parce que pour bien éclairer ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, ces fameux fournisseurs, tu parlais d'Octopus, juste comment achètent-ils justement l'électricité auprès... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des fournisseurs d'électricité sont des gens qui sont encore plus inutiles que toi et moi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne font rien. Ils ne produisent pas, d'accord? Ils fournissent, parce qu'il faut créer la concurrence. Il faut que dans nos boîtes aux lettres, il y ait 50 prospectus qu'on choisisse notre fournisseur d'énergie. Donc là, on a le soir, dis donc chérie, tu es plutôt Home Energy, plutôt Octopus. Tu as vu cette offre de Total Energy, elle est classe, etc. Sauf qu'ils vendent tous la même chose. Donc eux, ils achètent où? Ils achètent à EDF. Pas seulement à EDF. Ils achètent principalement à EDF. Ils peuvent acheter sur le marché européen. Et EDF est obligé de leur vendre une partie, c'est ça, de la production qu'ils assurent à un prix assez bas, de façon à pouvoir développer cette offre. On est bien d'accord? C'est ça. C'est vrai que c'est... C'est un truc fou. Et alors, comme ils n'arrivent pas, comme il n'y a pas d'espace pour une vraie concurrence, qu'est-ce qui se passe? Ils mentent, ils trichent et ils grugent. Et donc, il y a eu plein de condamnations de fournisseurs alternatifs d'électricité qui vont typiquement voir des ménages pauvres, âgés, ruraux, des gens qui essayent de gratter 10 € par mois sur leur facture d'électricité. Et qu'est-ce qu'a réussi à faire Engie? Qu'est-ce que c'est Engie? C'est ancien GDF Suez. C'est ancien GDF. Engie, c'est l'héritier de Gaz de France. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les commerciaux d'Engie? Ils ont appelé des gens au téléphone, ils leur ont demandé leurs coordonnées, ils leur ont demandé chez quel fournisseur ils étaient. Les gens n'ont rien signé chez Engie. Les commerciaux d'Engie sont allés résilier le contrat de ces gens-là chez le fournisseur concurrent et les ont inscrits de force chez Engie. Ils l'ont tellement fait qu'ils ont été condamnés
par l'autorité de régulation et de la concurrence, par la direction générale de la répression des fraudes, etc. En tout cas, cette proposition c'est un marché effroyable. Cette proposition d'Henri Proglio, je pense qu'elle ne va pas rester lettre morte et je pense qu'il faudra la suivre sérieusement. Voilà. Pour être tout à fait honnête, la proposition d'Henri Proglio, elle s'accompagne d'une autre proposition, c'est quand même de mettre fin à l'éolien. Alors ça, c'est un autre truc qui est assez dingo, juste en 2 secondes, qui est assez rigolo. C'est que, donc on sait très bien qu'on est censé électrifier les usages, comme on sait, avec notamment la voiture électrique. Sauf que la voiture électrique, elle coûte trop cher. Et donc on n'achète pas de voiture électrique. Et donc ce qui se passe en France aujourd'hui, on produit trop d'électricité. Et comme, il faut toujours revenir à la technique, le marché d'électricité doit toujours être équilibré. Le réseau électrique doit être parfaitement équilibré entre l'offre et la demande. Et donc il y a un ajustement permanent. Le moindre déséquilibre peut conduire au blackout, comme c'était le cas au mois d'avril en Espagne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en France, on produit trop d'électricité. Et donc, comme les prix sont calculés à la millième de seconde, il y a des moments, alors là, il y a de quoi s'évanouir sur son petit canapé en nous écoutant, il y a des moments où le prix de l'électricité en France est négatif. Et donc, comment c'est possible? Eh bien, pour les raisons que je viens de te dire. Parce que si tu as trop d'offres, comme c'est un ajustement instantané entre l'offre et la demande, si l'offre est trop supérieure à la demande, eh bien, magie de l'économie, magie de la technique, le prix devient négatif et donc ça décourage les investissements. Et donc, Proglio, qui est un productiviste comme moi, effectivement, il n'est pas du tout anti-éolien, anti-machin truc. Ce qu'il raconte, comme plein de gens, c'est qu'on produit trop d'électricité en France et que la demande ne suit pas. Et pourquoi la demande ne suit pas? Notamment parce que les voitures électriques sont trop chères. Il n'y a pas d'électrification des usages. D'accord. C'est passionnant. Et encore une fois, ça ne disqualifie pas. Pardon, c'est pas du tout, je veux pas du tout être doctrinaire, mais ça ne disqualifie pas forcément toute ouverture à la concurrence de secteurs d'activité. On a parlé sur le rail, on verra bien d'ailleurs les résultats, il faut suivre tout ça. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de revenir sur l'électricité, vraiment tous les gens qui connaissent le domaine. Toujours dans mon article, je cite le grand Marcel Boiteux, patron historique d'EDF, qui avait prédit lui aussi dès 2011 que ça ne marcherait pas. Marcel Boiteux, tu en donneras les références dans le texte final. Un chiffre à présent. 73 milliards d'euros, c'est le montant des dividendes versés en 2024. Youpi C'est le montant. On va pouvoir partir en vacances, Benjamin. Donc 73 milliards versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40, selon le baromètre comment tu l'as dit? Moi je dis EY, donc Ernst & Young. C'est le baromètre qui révèle ces chiffres. Alors c'est un montant qui n'a pas varié par rapport à 2023, alors que les résultats de ces entreprises, les résultats cumulés de ces entreprises ont plutôt baissé. Alors d'abord, qui chute, et puis surtout comment expliquer qu'on a distribué autant, alors que les résultats nets baissent. Alors, on rappelle de ce dont on parle. Donc, qu'est-ce que c'est que le CAC 40? Et qu'est-ce que c'est qu'une dividende? Initialement, et d'ailleurs, on s'est connus, Benjamin, toi et moi, dans une émission qui s'appelait « Il n'y a pas que le CAC », très juste. iTélé, la défunte chaîne. Avec Bernard Maris. Voilà, avec Bernard Maris et Philippe Chalmin. Bien sûr. Le CAC, initialement, ça veut dire cotation assistée en continu, parce que c'était le début de l'informatique. Et on voit dans les images d'archives, dans les années 50, 60, à la bourse, il y a un gars avec un tableau à la craie qui marque le cours, avec les gars qui gueulent, etc. Ce qu'on appelait la corbeille, général de Gaulle, la politique ne se décide pas à la corbeille. Et ensuite, on est passé à l'électronique. Et donc, 40, c'est quoi? C'est les 40 plus grosses entreprises de France. C'est celles qui ont la capitalisation la plus élevée. Qu'est-ce que c'est que la capitalisation? Et qui change chaque année, hein. Ah, voilà. Qui change, ou exactement, même plus souvent. Qu'est-ce que c'est que la capitalisation? C'est très simple. C'est le nombre d'actions en circulation de ton entreprise multiplié par le cours. Voilà. Et donc, la multiplication des deux, ça fait, disons, la valeur de ton entreprise. Et donc, le CAC 40, c'est des entreprises comme Stellantis dans l'industrie automobile, c'est Renault, c'est la Société Générale, c'est les grandes banques, assurances, l'industrie, etc. Et donc, ce qu'on a appris, donc là, c'est les résultats pour 2024, ce qui s'est passé l'année dernière. Absolument. Et donc, juste l'ordre de grandeur à retenir, qui est quand même fou, c'est que ces entreprises ont reversé à leurs actionnaires plus de la moitié de leurs bénéfices. Donc ça, on se dit, c'est quand même pas sain dans une économie. Et ça, c'est la première chose. Et alors que les résultats nets ont plutôt tendance à baisser. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme les résultats ont baissé, ils ont maintenu les dividendes. Et donc, le rapport dividende sur résultat, ce qu'on appelle, comme tu le sais, le taux de distribution, il a augmenté. Il était d'un peu moins de 50% l'année en 2023, je crois que c'était 49%. Et en 2024, il est passé à 53%. Juste comme ça, la petite précision, les secteurs qui ont baissé, j'ai vu qu'il y avait le BTP, mais il y avait même aussi le luxe. Il y avait l'automobile. L'automobile, bien sûr. Stellantis qui s'est cassé la gueule. Tous les problèmes avec Nissan. D'accord.
Mais maintenant, comment expliquer ce paradoxe? C'est pas du tout ça que je veux dire, mais comment expliquer qu'alors, encore une fois, une distribution importante alors que ça baisse? Eh ben, c'est une idée en fait c'est un peu comme la carte Intermarché, c'est pour fidéliser le client, quoi. L'idée, c'est de dire, donc ça, moi, c'est très étranger à mon quotidien, c'est qu'il y a un marché mondial de l'épargne, il y a des gens qui ont de l'argent, et ils peuvent le placer où ils veulent. Et en fait, ces gens-là, si t'es Renault, si t'es Peugeot, si t'es LVMH, tes actionnaires, tu as envie qu'ils te soient fidèles, tu as envie qu'ils gardent tes actions, qu'ils achètent même d'autres actions de ton entreprise, et donc, bah, tu leur donnes beaucoup d'argent chaque année. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet argent? C'est les dividendes. Après, il ne faut pas non plus tomber dans des fantasmes complètement dingues. Le rendement des actions, c'est à peu près 3% par an l'année dernière. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté des actions qui valaient 100 €, ils touchent 3 € à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas non plus... ce qu'il y a, c'est qu'en général, ils ont beaucoup d'actions. Et donc, évidemment, ça fait beaucoup d'argent à la fin. Voilà. D'accord. En tout cas, on a bien compris l'histoire de fidélisation. Alors évidemment, la question de ce qui se pose, évidemment, à chaque fois, il y a une approche pas morale, mais c'est argent. Politique aussi. Morale et politique, avec l'idée de taxer davantage ses revenus financiers. D'abord, c'est ça. Est-ce qu'il faut aller sur cette... D'abord, pourquoi faudrait-il aller... Enfin, là aussi, en s'affranchissant de toute approche morale du montant, et est-ce que ça a du sens, pardon, de taxer davantage ses revenus financiers? Alors, ce qu'on peut rappeler déjà, parce que c'est à peu près jamais dit, quand on est un vrai économiste, le fait qu'une entreprise fasse des profits, c'est très étonnant. Normalement, la concurrence, la dureté de la concurrence, la mondialisation, fait qu'une entreprise fait pas de profit ou très peu de profit. Quand tu vois que... parce que la concurrence est au bénéfice du consommateur. Ah oui, d'accord. Eh bien oui. Et donc, des entreprises comme la BNP qui font 11 milliards... Pourquoi est-ce que la BNP fait 11 milliards de bénéfices l'année dernière? Parce qu'il y a très peu de concurrence dans le domaine de la banque. Donc, elle a ce qu'on appelle du pouvoir de marché. Et donc là, du point de vue de la théorie économique la plus standard, elle a une rente. Et donc cette rente n'a pas de justification économique. Donc après, par rapport à ça, tu as encore deux solutions. Alors, si je vais sur le plan politique, tu as la solution néolibérale qui est de créer en permanence de la concurrence pour faire baisser les profits des entreprises. Et tu as la solution, disons, de gauche ou interventionniste qui va te dire, il y a des gros profits, ça n'est pas efficace du point de vue d'une économie concurrentielle, donc j'en capte une partie, moi, l'État, et je m'en sers pour investir, pour faire des choses. Donc, encore une fois, qu'il y ait ces très grands profits, ça doit nous interroger. Par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que ça, c'est des profits après versement des salaires. Il ne faut pas oublier non plus que dans ces entreprises, tout le monde est salarié, puisque ces entreprises ne sont pas dirigées par leurs créateurs. Renault n'est pas dirigé par Louis Renault, ni par la famille Renault. Donc, dans les salaires, entre guillemets, il y a les millions des PDG. Il y a les centaines de milliers d'euros des hauts cadres de toutes ces entreprises. Donc on voit bien qu'on a un énorme problème dans toutes les démocraties occidentales de partage des richesses. C'est-à-dire que ces dividendes, ça vient alors qu'il y a déjà plein de gens qui sont gavés. C'est-à-dire que l'ouvrier, sans tomber dans le misérabilisme, mais quand même, l'ouvrier de chez Renault, il n'est pas payé pareil que le responsable ou la responsable communication Europe de chez Renault qui nous abreuve de publicité et qui gagne peut-être 100 fois plus que l'ouvrier. Donc on a ce problème politique majeure. Par contre, si on en revient à l'économie, effectivement, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que ces entreprises, ce qu'on a du mal à comprendre en France, sont mondiales, et que donc les 3/4 de leurs ventes... 78% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40 est réalisé à l'étranger, principalement en Europe d'ailleurs, selon le baromètre. C'est ça, bon, ce qui est normal. On sait très bien que Renault exporte, Renault produit à l'étranger. Donc... Renault, en fait, je l'ai déjà dit plein de fois, Renault n'est plus une entreprise française. La très grande majorité des voitures Renault ne sont pas faites en France. Donc elles sont faites par des gens qui sont dans d'autres pays. Donc si Renault gagne de l'argent, c'est à ces gens-là qu'il faut rendre l'argent. Donc l'idée, la politique que je pense vraiment fausse, ça serait de dire Renault fait énormément de profits dans le monde entier, il les rapatrie en France parce qu'il est obligé légalement de déclarer ses profits en France du fait de son siège social. Ces profits n'appartiennent pas à la France, n'appartiennent pas à l'État français. En aucune manière. Ça, c'est pas possible. C'est intéressant. C'est-à-dire que l'État français, ça n'a aucun sens que l'État français, finalement, prélève une partie de ces profits qui sont réalisés. J'en reviens à Marx, à Smith, à Ricardo. Ils l'ont tous dit dans les mêmes termes. La richesse appartient à celui qui l'a créée. Bon, moi, le gars, la travailleuse roumaine qui fait des Dacia, quand j'achète ma Dacia, je sais pas combien elle touche. Peut-être, sans doute qu'elle mériterait de gagner plus. Mais encore une fois, le profit que Renault fait en me vendant la Dacia, c'est grâce à elle. Il n'y a pas de raison qu'il soit redistribué ici pour construire des écoles ou financer les hôpitaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas défendre. Juste un dernier mot, par contre, ce qui ne va pas effectivement, mais là, il n'y a pas vraiment de solution, c'est l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale. C'est qu'on sait très bien que ces grands groupes ne payent leur part d'impôt nulle part.
Renault ne paye sûrement pas la part d'impôt qu'il devrait en Roumanie non plus. Et ça ce sera un sujet pour la rentrée. Mais oui, c'est ça. On ne se quitte pas sans notre courrier du cœur, bien sûr. Alors, il y en a beaucoup. Il y a une question de Jérôme Frey 5253. Dans votre explication du rôle de la BCE, elle aurait été complète en disant d'où vient l'argent de cette banque européenne. Eh bien, ça, c'est vrai que c'est vraiment le truc qu'il faudrait enseigner au collège et au lycée. Les banques centrales créent de l'argent à partir de rien. Donc, on a cette fameuse image, les gens peuvent regarder des vidéos, ce qu'on appelle la planche à billets. Qu'est-ce que c'est la planche à billets? C'est des rotatives, comme dans la presse, où on imprimait des billets. Bon. Maintenant, évidemment, ça existe toujours, mais quand on dit faire tourner la planche à billets, concrètement, ça veut dire que les banques centrales créditent les comptes des banques, comme la BNP, la Société Générale, qui ont un compte auprès de la Banque centrale. Et il faut admettre cette idée folle, je suis bien d'accord avec les gens, que les banques centrales créent l'argent à partir de rien. Simon Mertens, 9471, y a-t-il encore un secteur économique qui ne dépend pas d'aide publique? La suspension de la prime rénov semble mettre à mal le secteur du bâtiment. C'est intéressant. Oui, j'imagine que bien sûr, il y a une... Non, mais c'est une super remarque, vraiment. Et donc ça, c'est toujours cette phrase que j'aime bien, de moi. Tu t'autocites, toi. Ouais, on en est là, c'est les vacances. C'est que toute dépense publique est une recette privée. Et donc, voilà. Ça, c'est à théoriser, hein. C'est factuel. Vraiment, on peut pas, encore une fois, l'État ne peut pas dépenser, la Sécu ne peut pas dépenser, une ville ne peut pas dépenser sans que l'argent ne soit versé à un particulier, à une entreprise. C'est impossible. C'est dans 100% des cas. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une énorme hypocrisie du débat politique, surtout du côté de mes chers amis Éric Ciotti ou le camarade, comment il s'appelle, le Premier ministre là, qui revient là. Mais si, le Premier ministre de Macron, là, mince. Le premier, Édouard Philippe. Voilà, c'est toujours facile, on fait des effets plateau, on va baisser les dépenses publiques, mais les dépenses publiques bénéficient à tout le monde. On a parlé des taxis, voilà. Tout le monde bénéficie en France des dépenses publiques, justement. Et ça, c'est aussi un truc factuel qu'il faut avoir en tête. S'il y a autant de dépenses publiques en France, ça veut bien dire que la plupart d'entre nous, on en bénéficie. Et donc, quand on dit on va baisser les dépenses publiques, en fait, il y a toujours le truc, je vais baisser les dépenses publiques des autres, mais pas celles dont je bénéficie moi, et dont les gens n'ont pas forcément conscience. Donc voilà, il a raison. Donc vous avez raison, merci pour... Alors, on finit par l'info insolite ou tu préfères le conseil boursicoteur? On commence par l'info insolite. C'est ça. D'abord, la FDJ, que tout le monde connaît, le leader français des jeux d'argent, qui vient d'avoir une idée assez géniale, finalement. C'est ça. Tu nous l'expliques? Oui, ils se sont dit, on va... alors, je pense qu'ils n'ont pas le droit pour la loi. alors attends, parce qu'il explique d'abord... Ouais. Donc, la Française des Jeux va s'implanter dans les supermarchés. Ah. Voilà. Donc ça, tu vas pouvoir faire tes courses, enfin. C'est ça. Ça, c'est bien. Acheter ton saucisson et en même temps, un grille de loto. Donc ça, je me dis, on va passer des heures dans les rayons, essayer de gratter 10 centimes sur le pot de yaourt, puis après, on va lâcher 20 €. Et donc ça, je trouve ça vraiment trop malin. Alors pourquoi la FDJ fait ça? Alors l'envisage-t-elle? Je pense que c'est lié à la disparition comme des bars, des PMU, des lieux habituels où les gens jouent. Et ça, juste rappeler qu'il y a des inventions géniales et la loterie, c'est quand même le meilleur impôt du monde, parce que c'est le seul impôt que les gens aiment payer, demandent à payer. C'est que les gens rentrent librement. Tout le monde sait qu'on n'a à peu près aucune chance de gagner. Et voilà. Donc, et en fait, les loteries ont été inventées pour ça. Et je l'ai lu qu'effectivement, le leader français veut compenser en fait les fermetures de ces points de vente, donc effectivement en s'implantant dans les supermarchés. Et tu semblais dire que ça ne passerait pas la loi, enfin, ou non, tu penses qu'il y aura c'est très encadré les jeux d'argent, et je me suis demandé si juridiquement ils avaient le droit de le faire. On verra ça. Grand suspense de l'émission, c'est évidemment le conseil boursicoteur de Warren Buffett, alias Gilles Raveau. Ouais. C'est quoi cette fois-ci? Je sais pas, j'en ai pas là. Non, c'est vrai. C'est l'été. Les glaces et les crèmes glacées. Non, je me dis ça avec la canicule, les tongs. Peut-être investir dans les entreprises de tongs, là, je pense qu'elles vont faire des gros profits. C'était une façon, en tout cas, de vous souhaiter un très bel été. C'est la dernière. Oui, c'est un peu la dernière de la saison. J'espère que vous avez passé un bon triple quart d'heure éco. Je compte même plus. Non, mais là, on est dans le don, la générosité extrême, là. C'est trop beau. Donc, merci à toi, Gilles. Merci à toi, Benjamin, surtout. Merci à vous et surtout de nous suivre et surtout, j'espère que vous avez passé un bon triple quart d'heure. On revient, bien sûr, à la rentrée. Merci à la Maison de l'Île-de-France qui nous accueille encore pour réaliser cette émission. Et donc, à la rentrée, pour un nouvel épisode du double triple quart d'heure, je sais plus, quart d'heure éco.